5, 4, 3... Non, 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 non. Bienvenue dans Rumeur d'humeur. Une émission qui se prend pas la tête, mais qui prétend parler à vos émotions. Elle vous est proposée par Gastéroprod, une association de télé alternative. Alors, Rumeur d'humeur, c'est une émission qui a été créée à OSF, Ondes sans frontières, qui était la première radio pirate parisienne. Donc Télé. voilà. Télé. Ah, mais radio, télé, maintenant, voilà. Donc la première télé pirate parisienne, on émettait sur les ondes. Donc voilà, maintenant, on a notre concept, c'est de se déplacer dans les squats d'artistes et de faire ça en direct dans les squats d'artistes. Donc aujourd'hui, c'est le Carrosse qui nous reçoit. Entre-temps, on a quand même été quelque temps à la locale, où on retournera bien entendu, et sur laquelle vous allez certainement voir cette émission. Mais pour l'instant, on va laisser la place à la musique, on vous parlera un tout petit peu plus après. Oh mon amour, ma jolie, ma chérie. De toi mon cœur était pris pour la vie. Oh mon amour, ma jolie, ma chérie. De toi mon cœur était pris pour la vie. Yeah. Ma toute belle, ma donzelle, ma gazelle. Gazelle. Oh mon amour, ma jolie, ma chérie. De toi mon cœur était pris pour la vie. Hey, walk
pratiquons la télévision. Nous pratiquons la télévision. Nous pratiquons la télévision, certes, mais pas sur le mode de certaines autres télévisions. Car nous pensons que la prise de parole, la production et la diffusion télévisuelle ne doivent pas être réservées à une seule élite. Sur ce plateau se trouve donc une équipe dont tous les membres sont pour le développement d'une télévision de proximité, voilà, où la parole serait donnée à tous les citoyens à partir du moment où ils ont une action dans la cité ou quelque chose à revendiquer. Donc voilà, nous nous battons pour ça, avec, je vois un ami de la locale qui vient d'arriver, voilà. Les artistes que nous recevons aujourd'hui ont un réel talent, même si sur les plateaux de télévision officiels, on les entoure peut-être, mais on n'ouvre pas vraiment les portes. C'est sûr, ils ne génèrent pas une plus-value boursière. Nous pensons que le talent ne se mesure pas en stock option, mais en sensibilité. Donc nous recevons aujourd'hui Pascal Olmaert avec sa passion, ses sculptures. Des mots avec la poésie slamée de ce cher Yon. Le drame et l'esprit avec Marie-Lou. Nous voyagerons à cheval sur les notes de Ben Flo, que vous venez de découvrir, qui nous font des jolis petits nuages musicaux pour agrémenter nos rêves. Voilà, mais tout d'abord, on va commencer avec Didier Voituré, le digne représentant du carrosse. Bonsoir. Bonsoir Didier. Bonsoir Bonsoir. Sandrine. Bien, alors déjà le carrosse c'est avant tout un lieu de création artistique qui existe depuis 2 ans et demi maintenant. Il y a 5-6 personnes qui travaillent ici, qui vivent aussi ici, hein, c'est ouais. également un lieu de vie. On a tous participé à des gros squats, hein, donc pour les nommer brièvement, enfin bon, les Paul Pis, Okapi, la Bourse, bon, des grosses aventures comme ça. Je suis un grand voyageur, surtout entre le 17 et le 12. Hein, moi, c'est mon secteur, hein, nord-est. Par contre, ces squats dans lesquels tu vis sont avant tout des squats où il y a des artistes. Ah oui, bah oui, c'est bien pour ça que je précise hein, que voilà, avant tout, c'est un lieu de création artistique, qui est un lieu de vie pour certaines personnes. Et voilà, on peut dire que les squats, ça devrait être reconnu d'utilité publique. Hein, puisque... Pourquoi tu trouves que ça donne une certaine émulation pour les artistes? Qu'est-ce qui se oui, passe dans un squat? complètement. C'est quoi l'utilité du squat? Ouais. L'utilité, déjà, avant tout, pourquoi ça existe, c'est que y a des centaines d'artistes à Paris qui n'ont pas d'atelier. Déjà, c'est un problème de place avant tout, quoi. Hein. Je dirais encore ceux qui font de la musique par ordinateur, ils peuvent faire ça chez eux. Mais le sculpteur, Pascal, il pourrait pas faire ses sculptures chez lui. Ou là, quand il aura vraiment rencontré de riches américaines qui vivra entre Paris et... donc c'est un problème de place avant tout, et bon voilà, faut savoir si on fait une demande d'atelier ou atelier logement à Paris, ça met des années avant d'aboutir quoi. Alors que là, plutôt que d'attendre, on prend. Mais le carrosse accueille aussi des artistes extérieurs, donc soit qui ont leur atelier ici, ou qui viennent pour des expos, parce que en 2 ans et demi, on a quand même fait, on va dire une bonne trentaine d'expos, donc peinture, sculpture, il y a eu du théâtre, il y a eu des concerts. Bon, on a été obligé d'arrêter pour les problèmes de voisinage. Pourquoi les voisins ne aiment pas? Ils aiment, c'est pas trop notre musique. Ils trouvent que c'est un peu trop fort parfois, quoi. D'accord. Donc non, mais ça c'est les problèmes Après inhérents, 22 quoi. heures, c'est normal. Je crois qu'à Paris, partout, ça devient de plus en plus dur de C'est faire. dans le monde entier, parce que c'est depuis qu'un certain monsieur règne sur les États-Unis, il ne faut plus avoir de cerveau entre les oreilles. Bon, voilà. C'était le petit dicton Donc du jour. qu'est-ce qu'on met entre les oreilles alors? Ah, entre les oreilles, la peur. Bien. Ah, Oui, j'ai perdu un peu le fil, mais bon, donc, moi, je suis venue, je suis un peu ému. C'est mon premier direct. Mais- Donc voilà, d'ailleurs, si je pouvais avoir un peu de soutien du public. Ouais. Oui, parce que on n'est pas seul, il y a un public. Bon, on soutient le carrosse.
Mais moi, moi, je suis venue, j'ai vu par exemple des chorales avec une quinzaine de personnes. Ouais, Il y a des groupes qui bah, viennent il y a des- il y a bah, il y a énormément de vie culturelle Il y a des ici. gens, qui sont là depuis pratiquement depuis le début, quoi. Il y a une hein, fonction et- sociale. Il y a une fonction sociale, les associations du quartier Ouais, viennent, ouais, les ouais, gens du ouais, quartier enfin, viennent. c'est-à-dire, nous, on part du principe que bon, ce lieu, il est pas à nous, donc il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter. D'accord. Donc, euh, Ce qu'il faudrait un petit peu, ce serait que soit l'État, soit les mairies puissent acheter des lieux pour installer des artistes, Ce peut-être. qui pourrait se faire, bon là c'est aussi au niveau de la mairie de Paris. Ça avait été envisagé avec un lieu qui s'appelle le Théâtre de Verre, enfin qui s'appelait, parce que ça n'existe Qu'on plus. connaît bien. Et bah oui, que plein de gens connaissent certainement. Et donc au début, il était question que la mairie préempte le lieu. Qu'est-ce que ça veut dire Pour préempter? préempter, ça veut dire mettre un petit billet dessus, quoi. Enfin verser des arts, on va dire, quoi. Enfin ils mettent, voilà, ils disent c'est pour nous, on va l'acheter. En fait, empêcher que ça puisse être acheté. Ouais, voilà, absolument. Et donc là, le projet, c'était pour y faire une crèche. Donc c'est vrai, ça pourrait fonctionner, puisque il y a besoin de crèche. Donc on pourrait dire dans chaque arrondissement, il pourrait y avoir un ou deux lieux comme ça qui seraient préemptés par la mairie. Et le temps que tout se fasse, les dossiers soient en marche, que les travaux démarrent, il se passe 2-3 ans et ces lieux pourraient être confiés à des artistes. Voilà, ça arrangerait tout le monde. Et ben voilà. Il y a aussi une petite chose très importante, c'est que le carrosse actuellement est menacé. Bah oui, on est un peu en danger là. On a utilisé tous les recours possibles. Donc, on Vous est êtes expulsable là. Donc, à partir de fin mars, on est expulsable. Voilà, c'est bien pour Après, ça on peut rester C'est pour expulsable ça des qu'on vient années vous aussi. soutenir. Merci Didier Au pour revoir Didier. tes réponses. Eh, maintenant, on va recevoir Yo. Yo Aussi. Voilà, un grand habitué du carrosse et un slammer de talent. Non, tu ne parleras pas tout de suite avec nous. Ce texte a été écrit pour Garance d'Or et pour Armand. Voilà Armand, celui qui faisait les accumulations. Il s'appelle donc tout naturellement Accumulation jusqu'à ce que cèdent nos sols. Se faire mordre par son père. Faire tomber dans les toilettes son dernier paquet d'héroïne alors que le manque s'installe. Éjaculer en moins de 10 minutes. Porter le même prénom que sa mère. Se faire enlever son enfant et savoir que lui, il va bien. Courir à la recherche d'un abri sous les pluies incandescentes et s'apercevoir que tout est consumé, s'apercevoir que l'on est japonaise, que l'on vit à Hiroshima et que nous sommes le 6 août 1945. Chuter dans les escaliers alors que l'on a posé le pied sur la dernière marche, 12e étage, ascenseur en panne, bar Le Corbusier, banlieue parisienne. Se faire interner contre son gré. Se pencher pour aider quelqu'un et se faire enculer par un autre. Se donner et que l'on vous revende. Mettre le disque de la chanson dont on a besoin à ce moment exact et précis de son existence. Que c'est même la chose la plus importante du monde. Disque que l'on a miraculeusement réussi à repérer dans la pile cafouilleuse de cet appartement où l'on vient pour la première fois et s'apercevoir à l'instant où l'on ouvre le boîtier que ce dernier n'y figure pas. Tomber amoureuse. Perdre son dernier billet quand on doit payer son dealer alors qu'il ne vous a encore rien remis. Se coucher et ne pas dormir, ne pas y arriver, jamais vouloir se lever et ne plus y arriver. Respirer, avoir envie de baiser, n'avoir plus envie de baiser. Avoir envie de vivre et ne pas y arriver. Arriver dans la cour d'école de son enfance alors que l'on n'y est jamais retourné et se rendre compte que c'était tout, mais alors tout petit. Se savoir malheureux. Mais se dire que les autres le sont encore plus. Et réaliser que, alors là, c'est plus du tout supportable. Ne plus avoir peur des mots, les mâcher et les recracher, puis mourir étouffé, la bouche saturée d'idées. Devenir une de ses propres déclinaisons. Griller ses dernières cartouches. Être le premier rôle d'un long métrage bloqué chez les distributeurs. Allumer la télévision sur la 5e. Regarder l'écran vide et enneigé en songeant « Putain, ils ont raison, Arte ». Ouvrir la porte de son congélateur, y faire une crise cardiaque et chuter que l'on ne vous retrouve jamais parce que le froid, ça conserve. Se dire que ça pourrait être pire et tout faire pour que ça le soit. Laisser déborder sa baignoire en attendant de noyer la ville. Vider sa seringue, vider un animal mort, vider ses armoires, vider le plancher, vider le vide que l'on a dans le bide. Écrire chez McDonald's. Arriver à y écrire de la poésie. Se faire tatouer le logo du lait concentré sucré Nestlé sur la nuque, aimer la porcelaine et trouver que cela n'est ni de bon goût ni de 2e degré. Penser au crack à chaque fois qu'on voit un doseur Ricard. Lire
Lire Antonin Artaud, Fyodor Dostoïevski et les Asiatiques contemporains en réalisant que toutes les époques sont autofictionnelles. Être né pour le malheur et ne pas savoir souffrir. Avoir grandi en banlieue et rire du danger des mégapoles. Être étranger à son propre corps. Demander le droit d'asile. Vouloir être français quand bien même on haïrait ce pays. Jouer à la PlayStation. Ne pas vouloir accoucher alors que l'on est enceinte de 15 mois. Aller à l'enterrement de Roland Topor et y hurler « On ne t'oubliera pas, Barbara ». Maintenant, nous allons voir un petit reportage sur le travail du sculpteur qui se produit et qui travaille surtout dans ces lieux. Reportage de Damien Reportage de Damien sur les œuvres de Pascal Olmaer. Là, tu peux voir ma technique. Donc, je fais le squelette avec des morceaux, des tiges d'acier. Et soit je les assemble et je les laisse comme ça, soit je rajoute du métal et je remplis tous les trous, toutes les ouvertures pour atteindre ce rendu. Et après, bon, bah, j'utilise plein de morceaux de récup, etc. Je fais un squelette avec des tiges, principalement, du fer à béton, tous les morceaux de tiges que je peux trouver n'importe où, n'importe comment, que j'assemble les unes aux autres pour faire un squelette en général des personnages. Donc là, ça ressemblerait plus à un mollet, au mollet d'une jambe. Donc je rajoute encore des morceaux et après je les soude les uns aux autres en rajoutant de l'apport. Toutes les impuretés, c'est le truc noir qui reste, qui va partir et qui, quand je vais poncer, ça va devenir comme ça. Merci Damien pour ton superbe reportage. On peut le dire, il était superbe. Voilà, donc nous avons Pascal Olmert avec nous. Pascal, on peut dire que tu as un parcours un peu atypique. Pareil. Il paraît, voilà.
Donc de stage en stage et de travaux en travaux, je suis devenu technicien supérieur en robotique automatisme. Jusqu'à donc 26 ans, 27 ans, Où ça te prend la tête. où ça commence à me prendre la tête parce que j'ai atteint un haut niveau, où je gagnais bien ma vie, où j'avais un bel appartement, où tout était parfait, sauf que j'avais rien à foutre dans cette vie, en fait. Et là, tu balances tout. Là, j'arrête tout, je balance tout, je dépense le reste de fric que j'avais, Tu t'éclates. et je m'éclate pendant un an. Quand j'ai plus de fric, je retourne à la rue. Et Donc, tu fais pas là, trop je de communes. découvre le squat. Mm. Et tu tiens plus. toute l'équipe, toutes les équipes que j'ai pu rencontrer de squat en squat, et les gens surtout du squatting, ce qu'on appelle, ce qui est une déviation du squat artistique. Donc au départ, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire des groupes et d'essayer de travailler ensemble, d'essayer de créer ensemble. Donc j'organise ces groupes, je crée ces groupes. Et j'essaye que tout fonctionne bien. Au départ, c'est plutôt chaotique et plutôt, même, je dirais, ultra violent. Et puis, au fur et à mesure du temps, de squat en squat, c'est de plus en plus artistique et il y a de plus en plus de création. Enfin, pour moi. Et C'est toi, là ta volonté artistique se développe. Tout à fait, parce que je rencontre des artistes et puis ça me donne envie vraiment de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de créer. Tu as toujours été intéressé par la robotique et on voit ça dans On le les retrouve œuvres. encore. Ça a un peu disparu, c'était beaucoup plus présent dans le début de mes sculptures. Là, on Ouais. voit pas trop parce que j'ai quand même ce qu'on dit évolué. Il y a des thèmes comme ça, il y a des thèmes, sens c'est que ça. j'essaye de Est-ce que tu montrer. travailles en faisant une ébauche au départ ou pas? Pas du tout. Tu travailles à c'est- l'instant. À 90%, oui. C'est plus quand j'ai une super idée ou quand quelqu'un me dit oui, tu devrais faire ci ou peut-être comme ça, et que ça me semble intéressant, ouais, je fais un petit dessin pour me souvenir de l'idée, mais sinon, c'est à l'instinct, C'est plutôt un dialogue avec la matière, alors. complètement. La plupart du temps, en fait, je fais des squelettes, et puis le squelette évolue, je rajoute de la matière, et puis elle évolue comme elle évolue, et puis c'est après seulement que je lui trouve un thème. Je crois que si je n'avais pas commencé à sculpter, je me serais soit suicidé, soit j'aurais fini bandit, ou j'aurais fait des choses horribles. Donc il y a de l'affectif. Pour moi, c'est un peu comme une autothérapie, et j'ai beaucoup progressé spirituellement et en moi-même grâce à la sculpture. J'ai quand même été pas mal porté et pas mal aussi. J'ai rencontré des gens aussi pas mal tarés. Et Ça t'a inspiré. donc ça m'a inspiré de travailler sur les violences humaines en général, notamment la schizophrénie, les dualités, Sur la dépendance la dépendance physique. aussi. J'ai On a fait une aussi très belle série sculpture sur l'addiction. sur l'addiction, voilà. Donc tous les thèmes en général qui sont d'actualité et très importants dans notre société actuelle, quoi. Et un jour, tu aboutis dans une vitrine, dans un squat qui était rue Matignon, et là, le déclic. Mais en fait, c'est un peu la belle histoire quand même. Vendre sa première sculpture à Matignon, dans une galerie de Matignon. Mais Et en étant en train de sculpter dans la vitrine. Voilà, Donc, c'est carrément le c'est principe la belle là-bas, histoire. c'est que en fait, on avait 7 galeries et chaque semaine, on invitait un particulier extérieur au squat à exposer. Et chaque semaine, c'était une des 7 galeries qui exposait un artiste extérieur. Pour en faire profiter les artistes Voilà, qui ce qui- sont qui sont démunis d'espace. Là, tu vas des faire une outils. expo prochainement.
Donc Oh, je vais ça. faire une exposition au centre, au siège de Médecins du Monde. Oui, oui. Et sur lequel thème? Bah alors sur le thème de la violence humaine en général. Donc pour eux ça les intéressait beaucoup puisque c'est ce qu'ils traitent tous les jours, hein. Tous les médecins du monde, ils sont tous dans la violence extrême chaque jour. Et moi mes sculptures les intéressent beaucoup puisque en fait je fais pas que ça. Ça m'arrive de faire des sculptures tendres aussi. Oui. D'ailleurs de plus en plus, mais Donc l'art-thérapie, ça fonctionne. ouais, Voilà. ça fonctionne. Ouais. L'art-thérapie, c'est joli. Non, merci Pascal. La vie prochaine, si le carrosse ferme, qu'est-ce qui se passe? Je suis Où à tu la vas? Tu es à la rue de nouveau. Moi, je suis Donc, là. Alors tu as là, la- soit je vends assez de sculptures là pour me payer un petit atelier tranquille, soit je réouvre une autre histoire comme celle-ci, mais moi ça me fait un peu chier parce que là c'est 10 ans là de ma vie d'ouvrir les squats, c'est très fatigant, c'est très dur quand même, hein. Faut pas oublier que on travaille, enfin moi, Tu travailles combien c'est d'heures beaucoup par jour? c'est beaucoup la violence, hein, c'est beaucoup les extrêmes, il fait froid, c'est beaucoup, on a faim, on n'a pas Je me rends d'argent. compte qu'il fait froid parce qu'en chemise, là, Ouais, j'ai pas très bah, chaud. tu vois. Donc c'est pas que j'en ai un peu marre. J'ai envie vraiment de faire ce que j'ai envie, ma sculpture. Donc par obligation, je serais peut-être obligé de refaire une autre aventure, comme le carrosse. Mais il se peut que le carrosse continue encore un petit peu et à ce moment-là, me laissera le temps pour justement me placer et devenir plus officiel, plus légitime par rapport à mes On sculptures. voit que la condition de l'artiste, Merci, malgré Pascal. les années, n'évolue pas Merci tellement. quoi. Pascal, en tout cas, on vous tiendra au courant des prix de ses œuvres s'il le veut. Il y a Voilà. aussi d'autres peintres, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent ici, Ah oui, le palais. dont leurs œuvres sont à vendre et c'est des choses aussi. Il y a Absolument. il y a Carrosse, beaucoup de 16 choses rue du intéressantes. Capitaine Marshall. Et maintenant, on va et, écouter. soutenez-nous, Ouais. soutenez-nous, on en a besoin quoi. Absolument. Benzo.
Paraît qu'il y a du chai, Donc les Bang Flow, qu'est-ce qui vous réunit? Quelle est votre passion en commun? musique. Ouais, mais à part ça, quoi dans Il la a été musique? animateur dans une autre vie. Hein, c'est bon. Ah, il faut parler dans le micro. Oui, ça te... Bon, Qu'est-ce qui vous me- m'avez qu'est-ce qui dit me que réunit, ouais. Ben Flo, c'était avant tout pour le plaisir de jouer ensemble. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous un peu ça. Non, on cachetonne aussi. C'est vachement dur. On cachetonne aussi, hein, c'est pas. Non mais là la réponse est dans la question. C'est pas que du plaisir alors. Attends, il répond. Non, vas-y, maman. Je t'en prie. Je reprends l'interview là. Je sais plus la question. Mais si, c'est très drôle. Allez, Mais là, j'oublie les questions. Je sais pas pourquoi. je ne t'inspire pas. Justement, il y a trop de choses qui me viennent dans la tête. J'ai du mal à choisir. Bon, alors, Qu'est-ce qui te réunit dans Bang Flow, il a demandé. Qu'est-ce qui me réunit? Oh bah. Ah ouais, la musique, ça doit aider. Une envie de faire la fête, c'est le Non, rapport c'est pas- au public, c'est le rapport au public. Non, on fait pas la fête, nous on bosse. On se retrouve une fois par semaine, toute une après-midi entière pour répéter. Et c'est du boulot. Mais comment on pourrait qualifier votre musique si on doit la... Est-ce qu'on peut la classifier? Ça, c'est la question. On a trouvé un truc. On dit que c'est de l'afro-slave. De l'afro-slave, c'est quoi? Voilà. Afro-slave. Ouais, afro-slave. Alors moi j'avais dit C'est-à-dire- jazz yiddish, tu vois, Voilà, c'était mais pas tu loin. dis jazz yiddish, ouais, il y a Voilà. des gens qui voient ça parce qu'il y a des influences de l'Est, parce qu'on... Nous deux, on vient de l'Est. Alain, il vient d'Afrique. Lui, il vient de l'Est de Paris. L'Est de Paris Ah ou oui, de bah, l'Europe, tous de les l'Asie. Est, quoi. Bah non, mais enfin, il y a toujours un Est quelque part, et, donc c'est là qu'on se trouve. Ou alors, du du il y côté a un de... Est quelque part. Tu nous aurais Voilà, posé donc, la question. Ah, il a pas fini. Afro-slave, c'est ce qui C'est dur à l'interview. c'est ce qui résume le mieux, quoi. Mais si tu nous avais posé la question il y a de ça un mois, on n'aurait pas pu te répondre. Pourquoi? Bah parce qu'il nous a fallu quelques années pour trouver afroslave comme définition. Hein. Parce qu'avant, nous on disait on sait pas Bang Flow. Bon, qu'est-ce que ça veut dire déjà Bang Flow ça aurait pu être une question. Ah bah voilà, Hein, voilà. Mais c'est ce que j'allais te demander. Et bah ça alors veut voilà, dire on quoi? répond voilà. Alors après, alors Bang Flow, bon, non, et alors après, qu'est-ce que c'est comme style c'est pas. Alors là, on a trouvé déjà afroslave. Bon, Ça veut dire quoi, on Bang s'y Flow, tient. alors C'est du Ah, concret. ça, c'est pas- C'est du concret. Bang Flow, le groove dont vous avez besoin. Non, le Bang Flow, le groove qu'il vous faut, ça marche mieux. Voilà. Voilà. D'accord, Ça fait un c'est ce petit qu'il y a de peu, marqué, c'est le slogan publicitaire. Ouais. Bang Flow, le groove qu'il vous faut. Ouais, Ça- ça fait un Mais ça nous explique C'est pas Florent le qui a nom, trouvé hein. ça, ouais. Ça nous On explique est un pas groupe pourquoi. capitaliste. Non, mais je sais pas, dans Flow, il y a Florent, quoi. C'est Florent c'est le 28e groupe qu'il a formé, et c'est celui qui a tenu le plus longtemps, je crois. C'est vrai que je t'ai vu avec d'autres musiciens à une époque. De Taras Bulba. J'étais dans Taras Bulba Ouais, à une absolument. époque. Taras Bulba, si vous connaissez cette histoire, c'est une belle histoire. Et Et on la a belle besoin histoire, de soutien. raconte-nous la belle histoire. Mais c'est une association, c'est long à raconter. Hein, Alors, en quelques mots. En quelques mots, c'est une association qui a 12 ans, qui a 700 adhérents en fait, et c'est un groupe ouvert à tout le monde. Tous les gens qui veulent venir jouer peuvent venir jouer. Et on part en tournée toutes les semaines. On a un bus, on a un local, une grande maison à Montreuil. Voilà, on est parti en Afrique pendant 5 semaines. On a voyagé un peu partout. Et on voyage beaucoup en France et en Europe. Donc toi, t'es dans deux groupes en fait. Ouais, enfin Taras Bulba, j'y suis un peu moins là, mais ouais. Enfin bon, ouais. Et il y a d'ailleurs Morin et Alain qui sont dans Taras Bulba, qui sont là-bas. Voilà. Et alors, vous avez une actualité bientôt? Ouais. Je dirais une sortie de disque. Bon, on sait Ouais, que vous bientôt, jouez ouais. bientôt une sortie de disque. Ouais. Vous avez déjà Ouais. choisi le titre, à part Bang Flow, le C'est groupe un qu'il vous faut. Virgile, non, on n'a pas. Enfin, on attend. On espère sortir un disque bientôt. Là, on a un 7 titres qu'on vend. Ah, super. Et Déjà. on peut le trouver où, ce 7 titres? En venant nous voir en concert, parce qu'on l'a pas, il n'est pas distribué. D'accord, vous êtes dans l'îlot. On a quelques. Je parle trop, hein. Ça, on m'avait dit que je parlais trop. Vas-y, j'adore. J'adore. Alors, on a quelques lieux réguliers. Donc on peut citer, Pervenche, Pervenche, allô. Ça Il a une va femme, hein. comment cette histoire? C'est pas Télé Strasbourg, elle verra pas. On a quelques lieux quand même réguliers qu'on peut citer. Donc les Trois Chapeaux, en espérant que ça continue. On joue régulièrement aux Trois Frères, rue Léon Léon. qui nous reprennent. Dans le 18e. Ah bon. Bon, le Carrosse, c'est pas la première fois, hein. Quand même, on peut dire que Voilà, on a joué et deux donc- nouvelles ans d'affilée. Et on espère que ça continuera. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres lieux réguliers comme ça? Café de la plage, tu notes.
Près de la plage. rue de Charonne. Rue de Charonne, merci. Voilà. Voilà. Donc on peut vous trouver dans tous ces lieux régulièrement et dans l'îlot pour avoir les infos, plus le site internet. Voilà. Eh ben, c'est formidable. Pas le site, on a que l'adresse email. Le site, j'attends qu'on le fasse. Comme tout le monde, quoi. Oh, Donc, Gastropod, c'est Gastropod pareil. a besoin d'un site internet. Actuellement, il n'existe pas. S'il y a des volontés et des volontaires pour le faire, on est tout à fait OK. Oui, il y a tous des fainéants, quoi. Enfin bon, voilà. Mais bah écoutez, merci On beaucoup. retrouvera votre Merci à vous. musique tout à l'heure, puisque vous allez clôturer l'émission. Je propose le non référendum. Ça fait un contre. Ça permet le débat, hein, même au niveau du vote. Face à l'UMP. Face à l'UMP en pleine déchéance et le Parti Socialiste en grande pompe. Voilà. Et c'est tout. 5, 4, 3, Non, 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 non. Discrètement et comme ça je peux le reprendre. Merci maintenant. Nous allons laisser Marie-Lou nous présenter sa pièce sur Violette Nozière. Je vous raconte en quelques mots l'histoire. En 1933, Violette Nozière est accusée d'avoir empoisonné ses parents. Son père meurt, la mère en réchappe. Lors du procès, elle accuse son père de l'avoir régulièrement violée depuis l'âge de ses 12 ans, ce qui était un vrai scandale à l'époque. Elle est alors condamnée à mort et, entre guillemets, on dit, car non contente d'avoir tué son père, elle a déversé sur sa tombe le flot immonde des calomnies et des mensonges créés par sa perverse imagination. Dixit, l'avocat général. Donc le texte de Marie-Lou, inspiré de ce fait réel, met également en relief la rébellion d'une jeune femme face à une autorité exercée. Donc là, la pièce se situe dans la cellule de Violette, après l'annonce de sa condamnation à mort. Et Marie-Lou va nous faire 2 extraits. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Mon père m'a tué, ma mère m'a mangé, mon père m'a tué, ma mère m'a mangé, mon père m'a tué, ma mère m'a mangé, mon père m'a tué. Il était une fois un homme qui avait un fils mais plus de femme. Il se remaria. La mère ne pouvait souffrir le fils. Une petite sœur naquit, Marlène. Un jour, la petite Marlène voulut manger une pomme. « Attends que ton frère rentre de l'école. »« Marlène mangerait bien une pomme, et toi ?»« Oh oui !» Elle ouvrit un gros bahut. « Prends celle que tu veux. » Le petit garçon se pencha, et la mère fit tomber le lourd couvercle sur le cou de l'enfant, si violemment qu'il fut décapité. Elle assit l'enfant sur une chaise. D'un foulard, elle noua la tête au corps. Elle plaça la pomme dans les mains de l'enfant. « Maman, petit frère est dans la pièce à côté. Quand je lui demande de la pomme, il me regarde bizarrement et ne me répond pas. Redemande-lui. Et s'il ne veut pas te répondre, flanque-lui une bonne gifle. »« Maman, j'ai donné une gifle trop forte. La tête de petit frère a volé dans la pièce. »« Marlène, qu'as-tu fait ? » ?»« Ma petite fille, calme-toi. Puisqu'il est trop tard, il faut te taire. Nous allons le faire cuire en ragoût, avant que le père ne rentre. » Marlène pleure au-dessus du fourneau. La mère n'eut pas besoin de saler le plat. « Comme cela sent bon. »« Oui, mon fils. Il est chez sa grande-tante, il ne rentrera pas avant 6 semaines. Je me sens triste et fatiguée. Il me semble que ce plat seul pourra me réchauffer. Comme c'est bon. Je veux tout pour moi tout seul. Pourquoi pleures-tu, Marlène ? » Marlène se glisse sous la table. Elle ramasse les os.
elle les noue dans son mouchoir. Puis, elle va les enterrer sous le genévrier. À ce moment précis, un magnifique oiseau apparaît au sommet de l'arbre. Marlène rentre dans la maison, l'oiseau s'envole. Il chante pour un orfèvre. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. La sœurette Marlène a pris bien de la peine pour ramasser mes os et les enterrer sous le genévrier dans son foulard de soie. Put, put, bel oiseau que je suis. Merci Mario. Avec ton manteau. Si, t'as toujours le... Elle garde le micro cravate. Ou c'est comme les enfants. Ah ben d'accord. Marilou. Voilà, Marilou, merci. Tu as une formation, on peut dire, classique. Tu es passée par Chaillot, par le Conservatoire d'art dramatique. Tu as fait 3 ans. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que tu es professionnelle, que tu vis du théâtre et que tu es frigorifiée parce que c'est un squat et qu'on gèle de froid, qu'on n'a pas vraiment de moyens. Donc je sais que tu as eu une compagnie de théâtre à une époque et que ça t'a permis d'accéder à l'écriture en fait. Voilà. Parce que la pièce, on peut dire, c'est toi qui l'as écrite. Oui, j'ai écrit la pièce et en fait c'est la première pièce que j'ai écrite toute seule. Avant, donc j'avais écrit des petits courts-métrages, des trucs et des machins, mais on écrivait en duo, donc pour la compagnie. On se faisait en fait des pièces sur mesure, voilà, on dira comme ça. Et puis je suis tombée sur un livre des surréalistes sur Violette Nozière et qui m'a complètement, comment dirais-je, ça a fait tilt pour cette femme que je trouve totalement révolutionnaire. En fait, les surréalistes parlent comme ça d'elle, parce que donc elle a... Les surréalistes ont pris sa cause. On pris sa cause. Quand elle a été condamnée à mort, eux, ils ont dit que c'était le pouvoir des hommes qui supportaient pas qu'une femme prenne la parole, surtout à cette époque. Mais je trouvais qu'aujourd'hui... Tu l'expliques, parce qu'on comprend pas exactement, parce qu'effectivement, elle a tué quand même. Oui, elle a tué, mais elle a été tuée du fait qu'elle a été violée petite fille. Et en fait, l'inceste, le viol tue. Donc en fait, elle de tuer, pour moi, c'est plus comme si elle répondait par amour. Voilà. Un désir de vie, en fait. Un désir de vie, que son amour de la vie faisait qu'elle, on lui a donné la vie, on l'a tuée, et ben voilà, c'est du même acabit, quoi. Ça correspond peut-être un peu pour toi, quand tu dis que écrire pour toi c'est une hygiène de vie, ça t'a peut-être interpellé dans ce sens-là. Je comprends pas. Tu disais, quand on va par cette interview, que toi, pour toi, écrire c'était une hygiène de vie. Ouais. Donc l'histoire de Violette Nozière t'a peut-être interpellé dans ce sens. Oui ou non? C'est une question surréaliste. Voilà, nous sommes en plein surréalisme. Non, des fois, je comprends rien, moi. Mais voilà. Il me semblait qu'à un moment dans l'interview, quand on a préparé cette interview, tu me parlais de la prostitution qui relève de l'absolu féminin. Pour moi, ouais. Ouais, alors là, je voudrais que tu m'expliques quand même, parce que tu vois, enfin, moi, je suis un petit rêveur et la prostitution. Disons ça ne fait pas trop fantasmer, tu vois, c'est pour ça. La prostitution, elle a été pervertie, parce que c'est comme si que le fait d'ouvrir les cuisses, c'était facile, et de recevoir, c'était facile. Alors que je trouve que c'est pas facile du tout. De recevoir bien, c'est pas évident. Voilà. Et c'est une vraie chose. Voilà. Tu veux dire, c'est comme c'est pas si facile de courir après un ballon. Enfin, tu vois, il faut quand même... et de faire but, tout le monde n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu as fait faire but? Donc voilà, tout le monde n'arrive pas à faire but, on parle de 6 minutes, j'adore. Voilà, éjaculation précoce. Excusez-moi. Bon, Olivier, tu veux pas faire l'interview, s'il te plaît? Voilà. Bon, alors, on a des féministes dans la salle qui veulent parler de la prostitution, du rôle de la femme. Mais donc là, tu vas continuer dans quoi? C'est quoi ton but dans le théâtre actuel? Est-ce que tu veux amener quelque chose? Tu travailles sur quoi? Alors, moi, enfin, je vois à quoi tu penses aussi.
c'est que j'aimerais vraiment qu'on qu'on accepte les nouvelles formes possibles. Et je pense que, enfin, c'est pas une question à tout prix des nouvelles formes, mais c'est à tout prix d'être au plus juste avec soi-même. Et si on est vraiment juste avec soi-même, quiconque, eh ben, ça crée une nouvelle forme, parce que la personne est juste avec elle-même, et chaque personne est unique dans le temps présent, maintenant, aujourd'hui. Et donc voilà, quoi. Si on est juste avec soi, on est unique. Et c'est une écriture très violente pour Violette, Moi- très abrupte. C'est violent Non, en fait, là, Comme l'art contemporain, parfois. Là, je peux pas tellement le faire, mais en fait, Violette, le texte est assez court. Mais pour moi, le vide qu'il y a à l'intérieur, les silences sont autant importants que le texte. Et à un moment donné, Violette, le texte a failli s'appeler Se taire. Donc, que cette femme, Violette Nausière, on lui a dit de se la fermer. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire et aussi de donner place à du silence. Pour, oui, un peu comme les tableaux où on arrive carrément à du blanc avec du blanc et que du blanc. Et ben, ça fait place au silence qu'il y a à l'intérieur de chacun, puisqu'on est dans un monde qui a tellement d'images, tellement de trucs, tellement de bidules. On est trop parcouru par des milliards de trucs. Ça ne veut pas dire que je nie l'image, je sais pas quoi, parce que dans la compagnie donc j'avais avant, on faisait du théâtre avec de la vidéo, des trucs sonores, tout un bordel technique, mais qui était aussi pour appeler chaque personne à comment dirais-je, à se faire résonance elle-même, quoi. Enfin, comment dirais-je, À faire son travail. à faire son travail. Voilà. À créer elle-même, à être dans la création, que le spectateur soit aussi dans la création. Soit aussi dans la création, les laisser être. Je leur demande, comment dirais-je, c'est pas un truc éducatif, je sais que les gens, tous, partout, sont dans une création. Actuellement, on peut te voir au Naxos Bobine, mais c'est quoi la vie de ta pièce? Comment ça se passe dans la société actuelle? À vivre. Ben moi, j'aimerais bien continuer. Comment ça se passe? Toi, tu es intermittente? Je suis plus intermittente parce qu'il me manquait 5 cachets. 5 cachets. Donc, voilà. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai sauté, j'ai pas cherché à me faire des cachets, etc. J'aurais pu. Mais je suis fondamentalement contre ce qui vient de se faire. Les nouvelles lois. Et ma façon de leur dire merde, c'est de pas rentrer dedans. Soit je... Donc, et comme j'avais l'impression que la situation était assez gangrénée par en dessous, c'est-à-dire que quelles que soient les manifestations et toute l'énergie développée pour rattraper les choses, c'était pas rattrapable parce que ça avait été vraiment gangréné par en dessous et attrapé par très loin et ça touche une fibre chez chacun où finalement les artistes se sentent coupables en disant ouais, on a exagéré, on avait un statut privilégié. Non, on n'avait pas un statut privilégié, on avait un statut qui était très bien, qui pouvait être encore mieux et qui devait être un exemple pour l'Europe et pour le monde entier au lieu de l'inverse. Parce que je pense vraiment que l'art est le seul endroit qui peut permettre à ce que le monde aille vers une culture de paix, quelque chose comme ça, et qu'on évite la guerre. Et que l'art, quel qu'il soit, après, il ne s'agit pas de faire un truc, peut-être que moi c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je m'en fous. Le principal, c'est de faire quelque chose à un endroit où on est dans la création, dans... comment dire, un endroit, oui, où on propose de la vie et on propose de vivre et échanger de la vie et non pas de tuer. Voilà. Donc après, la qualité, je m'en fous. Je dis juste, créons de la vie, faisons des bébés. Et qu'après, ce que je pense aussi, c'est que les endroits où il y a de la guerre et de la violence énorme, c'est les gens ont une énergie qu'ils développent dans le mauvais sens. C'est au lieu de mettre leur énergie... Ils se battent, il faut se battre partout, dans la vie, partout, mais au lieu de se battre pour anéantir, il faut se battre pour la vie. Okay. Et donc, c'est comme si, des fois, j'avais envie de dire aux gens, mais retournez-vous, vous êtes dans le bon sens à un endroit, puisque vous vous battez, mais vous êtes inversé. Je sais pas, il y a un truc où comme s'il fallait mettre dans l'autre sens l'humanité, mais en même temps, j'ai envie d'avoir profondément du respect pour des gens qui se battent. Mais ils se battent pas au bon endroit.
ils font mal au lieu de lutter pour la vie. Voilà. Ben, merci. Est-ce que tu veux nous dire autre chose, Marie-Lou Moi, je suis super bavarde, donc... Et si on redonnait la parole à Violette? Voilà, on va essayer. Ce serait pas mal aussi. Ouais. Par contre, tu seras toujours la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup et merci infiniment à vous. Hein. Merci à toi. C'est nous qui te remercions. Et au lieu et tout ça. Hein. C'est nous qui te remercions. Ouais. Un second extrait de Violette. Les heures changent et moi rien. Je suis bouffée par du vide. Les aiguilles de l'horloge me saignent. Tourne, petite comme grande, tourne. Et volta, rivolta. C'est la deuxième fois qu'il est 3 heures. Si je pouvais dormir. J'ai des fourmis rouges vives dans la chair. Oh merde. J'ai des fourmis rouges vifs dans la chair. Chair violette. J'ai mal au nian. Je sais pas où ça se trouve, le nian c'est le nian. Mes omolis, c'est douloureux. Je ne m'appartiens plus. Je suis sale. Ça sent le moisi, ça pue. Ça sent le moisi, ça pue. Les sexes des hommes me dégoûtent. Les bains, les shampoings, les parfums n'y feraient rien. Vomir. Mon père m'a tué. Ma mère m'a mangé. Merci Mario. Nous allons te laisser partir dans tes voyages en sachant que tu n'iras pas sur la guillotine de Violette, puisqu'elle n'y a pas été non plus, et que vive la vie. Vive la vie, ouais. Voilà. On va vous donner un petit peu des nouvelles en attendant que Yo s'installe, prenne son micro là, et tu vas récupérer le micro de Marie-Lou, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens. Yo! Es-tu prêt? Au bar. Voilà. À toi, Yo! Titre. Je n'ai aucune ambition, de toute façon, je trouve ça vulgaire. J'étais dans le rayon de la nourriture pour chat quand ça m'a pris. Des convulsions qui remontaient du fond de l'utérus et qui cognaient comme pour s'échapper. La petite voulait déjà s'enfuir. Alors, moi aussi, j'ai lâché mon panier et j'ai fui de toutes parts. J'ai couru jusqu'aux chiottes de ce centre commercial de banlieue, où la lumière des néons vous colle la rétine. J'ai laissé derrière moi une traînée semblable à celle que font les escargots. J'ai tourné Elloquet et une page importante de ma vie où était écrit en gros « Attention, tu fais encore une connerie ». Il ne me passait plus rien du tout par la tête. La plupart des gens s'imaginent toujours que dans les instants les plus critiques de votre existence, vous revoyez votre vie en un quart de dixième de seconde. En fait, rien de toutes ces merdes. Je vais vous le dire moi exactement ce qui se passe à ce moment-là. Rien, nada, que du vide. On se love tout entière dans la douleur et cette dernière vous laisse égarer au milieu des vacarmes. Juste un palier en dessous du seuil de la réalité. Vous savez exactement pourquoi un enfant pleure lorsqu'il vient au monde? Parce qu'en réalité, c'est le monde qui vient à lui. Après avoir baigné 9 mois dans l'amniotique aux relents endorphiniques, après avoir gloutonné à satiété ses ancêtres au travers des poches, la conscience collective lui tombe sur le dos et l'expulse manu militari. L'enfant pleure parce que l'oxygène le dévore. L'enfant pleure parce que l'oxygène le brûle. L'enfant pleure parce que l'oxygène le désagrège et le découvre. Et voilà, la fête est finie, petit étard, tu pleures avant même de voir et tu sors la tête au milieu d'un incendie. J'ai voulu éviter ça.
J'ai poussé aussi fort que j'ai pu. Et il est passé d'un liquide à un autre, celui de la cuvette des chiottes, comme ça, tu vois le gamin pas dépaysé, du genre on continue dans le registre de l'ordurerie. Putain, je me suis dit, après avoir penché la tête au-dessus de mon œuvre, putain, j'avais ça dans moi. Cette chose était à l'intérieur de moi, et j'ai gerbé dessus. J'ai jeté un coup d'œil au mètre carré dans lequel j'étais coincé. Et là, après avoir constaté que tout n'était que glaire, sang, placenta, emmerdement et tutti quanti, je me suis levé et je me suis barré. Tu veux t'asseoir à côté de nous, Yo? Merci, Yo. Alors, Yo, il y a un certain temps qu'on te voit sur des scènes slam, mais qui es-tu pour... parce que je te connais pas vraiment, finalement. Moi, je viens du théâtre, de la compagnie Stanislas Nordet au départ, et je me sentais pas à ma place dans le théâtre. Le théâtre m'ennuie, et puis je crois aussi que je le dérangeais un petit peu. Voilà, et puis je suis sur les scènes slam depuis 6 ans maintenant. Voilà, où j'ai trouvé une place qui semblait me correspondre un petit peu, voilà. Je déteste la maniacalité et les chapelles, je déteste le théâtre contemporain, il me fait profondément chier, malgré le fait que ça soit mon premier métier. Et j'ai bien aimé cette espèce d'énergie qu'on trouvait dans le slam, à savoir à remettre un petit peu la littérature au goût du jour, et surtout ce manque de frontières entre le public et l'artiste qui se présente sur scène, voilà. J'ai bien aimé le fait qu'on doive prendre l'écoute comme un sportif qui monterait sur un ring, que ça soit pas donné d'avance. Donc toi, c'est un peu une lutte quelque part, puisque tu parles de ring, là. Tu luttes avec le public ou tu luttes avec le texte? J'essaye de capter l'attention du public et c'est pas gagné, quoi. J'aime pas les choses faites d'avance, quoi. La plupart du temps, quand tu rentres, le slam c'est pas une chapelle, voilà. Il regroupe un tas de gens qui viennent de toutes nationalités, de tous horizons, de tout âge, des gens qui se seraient jamais rencontrés si c'était pas mis à slammer, voilà. Il y a une dizaine d'années maintenant, ça s'est installé en France et il faut rendre à César ce qui est à César avant de lui couper la tête. Grâce à Pilote, ça nous a permis à tout un tas de gens qui arrivaient d'horizons divers et qui après le manque de personnalisation de l'art dans les années 90, de pouvoir un petit peu remettre le jeu au goût du jour, voilà, dans la continuité du hip-hop, du rock, dans la continuité de la littérature. J'ai trouvé les années 90 terriblement tristes, voilà. Je sais que tu prends certaines de tes sources dans l'architecture, dans ta forme d'écriture est influencée par l'architecture, me disais-tu l'autre jour. Alors, j'aimerais comprendre, est-ce que ça veut dire que tu construis tes poèmes comme des immeubles, ou est-ce que ça veut dire que ça crée une architecture dans ton cœur? Non, j'écris surtout contre les architectes modernes. Moi, j'ai grandi à Marne-la-Vallée, voilà. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans ce qu'on appelle une ville nouvelle. Brasilien sur France. Voilà, là où a été tourné le film Brasil, voilà. C'est pour la petite anecdote, en fait, les producteurs allaient renoncer à tourner parce que ça les coûtait trop cher. Ils étaient en train de chercher un no man's land qui soit au top de la glauquerie, au top de la dépersonnalisation, et au miracle, ils sont tombés sur Marne-la-Vallée. Et du coup, ils se sont mis à tourner là-bas, voilà. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est tout ce qui découle de l'école Beaufil, c'est tout ce qui découle de ces ronds-points un petit peu posés partout, comme ça, pour blanchir l'argent. On coupe le plat, enfin voilà, on coupe le ciment à l'eau pour les marchés, etc. Là, c'est Catalogne, par exemple. Voilà, par exemple. Et je déteste Beaufil, je déteste, voilà, les seuls architectes pour qui j'ai du respect à l'heure actuelle sont des architectes asiatiques qui utilisent plus le verre et l'espace. Pour décloisonner, voilà, les habitations. Donc, je crois que tu t'intéresses aussi beaucoup, tu as un travail avec la psychiatrie. Je suis intervenant avec la CEREP, la Société de Recherche Historique en Psychiatrie de Ville-Évrard, en fait le musée en psychiatrie, que ça soit pour les malades avec lesquels on organise quelques soirées dans l'année, ou alors pour les médecins. J'ai beaucoup bossé parce qu'ils ont eu Artaud pendant 1 an et demi, ils ont eu Camille Claudel pendant une 30aine d'années. Voilà, ils ont eu des gens comme de Langlade, etc. C'est un hôpital qui a suivi un petit peu la préferdière, la mise en place de l'art-thérapie. Oui, ils sont assez novateurs, quoi. Tu es pas mal marqué par Artaud, puisque tu as même appelé ton fils Antonin. Ouais, j'ai passé 5 ans à bosser sur Antonin Artaud, à me balader dans les hôpitaux, ceux qui existent encore où il avait été enfermé, à entrer en conflit avec Paul Thévenin, avec tout un tas de gens, voilà, avant qu'ils disparaissent. La psychiatrie classique, plus classique. Toi, tu es partisan des méthodes un peu nouvelles. Je sais qu'il y a une méthode
psychiatrique, une école, disons, que c'est Basaglia. L'antipsychiatrie, ouais. Et l'antipsychiatrie, tu es assez proche de ces gens-là au niveau de la pensée. Ouais, je suis pour. Il faut faire attention au relâchement thérapeutique, mais en fait, en 74, en Italie, pardon, Basaglia a fermé tous les hôpitaux psychiatriques avant de relâcher dans la nature 20 000 malades. Bon, ce qui a donné lieu à des débordements un petit peu, mais voilà. Le but entre l'acharnement thérapeutique et le manque de suivi, je pense qu'il y a une juste mesure à faire. Voilà. Alors, il y a une chose que tu m'as dit qui m'a aussi pas mal interpellé. Tu me disais que la cruauté de l'Européen dans sa forme de colonisation t'a mortifié quelque part, ce qui a motivé un certain amour que tu portes et qui est même devenu quelque chose d'obsessionnel à toute la vie asiatique. Est-ce que ça se ressent dans ton slam, dans tes écritures? J'écris. Enfin là, les textes que je vous ai donnés sont pas écrits sur l'Asie. Mais j'ai écrit une pièce de théâtre. J'écris beaucoup sur les femmes asiatiques. Je vais au festival de Deauville chaque année. Je suis à la Maison du Japon. Je passe mes après-midi. Voilà. Je suis culturellement très très intéressé par le Japon et à l'heure actuelle par la Corée, où en fait il se passe quelque chose d'un petit peu semblable à ce que la perestroïka a généré dans les années 80. Voilà. La mise en avant de tous ces artistes qui sont nés, qui ont grandi sous un régime particulièrement difficile, donne lieu à des choses tout à fait surprenantes et novatrices. Et je voudrais citer par exemple un réalisateur qui pour moi est le plus grand réalisateur à l'heure actuelle depuis Pasolini, voilà, qui s'appelle Kim Ki-duk, qui est réalisateur à 43 ans d'une dizaine de films, dont le sublime Printemps, été, automne, hiver et printemps. Voilà. Alors, la forme de réaction des Asiatiques, la forme d'expression des Asiatiques, elle a quoi de différent par rapport à d'autres comme nous qui sommes européens ou à d'autres qui sont africains, qui te touchent si particulièrement? Elle est plus basée sur une forme d'animisme. Alors attention, je ne faut pas confondre le bouddhisme et puis la pensée de Confucius. Et parce que voilà, je déteste profondément le bouddhisme et toutes les religions, mais je déteste encore plus le bouddhisme que toutes les autres religions parce que je la trouve beaucoup plus hypocrite. Pourquoi plus hypocrite enfin, je sais Elle va se faire attaquer. Ah oui, je suis bouddhiste. Parce qu'on décrète pas pour un gamin de 6 mois qu'il est la réincarnation de quelqu'un en l'enfermant. Oui, tu veux dire un bouddhisme de clergé, quoi. Pas un bouddhisme laïque. Non, le bouddhisme tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est écrit. Oui, il y a différentes écoles. Je voudrais te demander, peut-être, si tu peux le faire, si tu peux pas, bah tant pis. Qu'est-ce que l'islam? De la poésie? Du rap? Est-ce que c'est autre chose? C'est de la poésie, c'est la continuité de ce que pouvaient faire les surréalistes, c'est la continuité. Voilà, à partir des années 80, il est devenu très difficile d'avoir un rapport à l'oralité directe dans le public. Les gens sortaient plus pour ça, et ils sortaient plus pour entendre de la musique, ils sortaient, et voilà. Et le fait qu'on ait remis le mot slam, tout slammer, ça veut dire cracher, éructer au goût du jour, ça a permis à plein de poètes classiques de se mélanger à tout un tas de jeunes rappeurs, à éviter ces guerres de chapelle, mais c'est ni plus ni moins que la continuité de l'oralité, comme les griots la pratiquaient. Voilà. J'aime beaucoup rapprocher le slam des griots en fait, parce que c'est d'abord la première histoire du monde, quelqu'un qui s'est mis en face de quelqu'un pour lui raconter une histoire. Voilà, c'est tout ce qu'on essaye de faire. Maintenant, il y a des règles qui ont été instituées en France qui sont un petit peu différentes de celles qui nous viennent des États-Unis, où aux États-Unis les choses sont plus basées sur un clash, un petit peu comme pourrait l'être la capoeira, avec des affrontements, etc. En France, les choses se sont un petit peu plus élargies, en accueillant des poètes beaucoup plus classiques, et on a aussi un petit peu sorti le principe pour une notion de convivialité de un poème dit, un texte offert, enfin pardon, un verre offert, autant pour moi. Par contre, 10 poèmes dits, un seul verre offert pour éviter tout putsch artistique ou alcoolique, car les poètes sont toujours des gens assoiffés. Voilà. Comme tout le monde. Nous, on aime beaucoup aussi le principe que tu as, c'est de faire des scènes pirates. Ouais, ça a été initié par un collectif avec lequel je travaille de temps en temps qui s'appelle le 129H et à qui je rends hommage parce que ce sont parmi les collectifs de slammers des gens honnêtes, voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, c'est un petit collectif de rappeurs. Ils ont initié ce qu'on appelle le slam sauvage, par exemple au marché de la poésie ou dans un supermarché, de monter sur un banc. Dans un supermarché? Ou dans un supermarché, et dans les le ménagères métro. de 95 ans, comment elles réagissent?
Elles sont à l'écoute, elles sont curieuses, voilà. Et ça bouscule un petit peu les institutions parce qu'il y a beaucoup de morts au marché de la poésie, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont debout, mais en fait qui. N'en parle pas. Mais est-ce que vous faites jeter ou vous êtes plutôt bien accueillis? On est plutôt bien accueillis parce que le slam commence à être médiatiquement un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu représenté. Accepté maintenant. Ouais. Ouais. Alors toi-même, tu as ouvert une scène au Trabando, à Pigalle. Le Corrida Productions, la boîte de la Cigale, nous suit voilà, sur une fabuleuse aventure. Je tiens à remercier tout d'abord Date Cabal, voilà, avec qui j'officie. Moi, je suis présentateur et co-organisateur du Trabendo, mais les toutes premières personnes à remercier sont d'abord Corrida Productions, spécialement Bouchon et Date Cabal, voilà, qui nous ont permis, avec le collectif Alambic qui fait de la vidéoprojection, de monter ce que je pense être, en tout état de cause et suivant le jugement du public, la plus belle scène de slam à l'heure actuelle. Voilà. Ça se passe au Trabendo, l'ancien Haute-Brasse. Il y a un Je me film. produirai demain aux côtés de mon ami Yo. Voilà, Merci. demain. On va peut-être te Merci, laisser Yo. Tu vas nous redire. faire un nouveau texte. Voilà, de nouveaux textes même. Tu veux rester La- assis ou tu vas aller là-bas? Non, je veux bien aller debout si ça vous dérange pas. Allez. Ouais. Ce texte a été écrit pour mon ex-girlfriend. Quel dangereux. Il s'appelle Prends-moi. J'ai 19 ans, j'aime pas les Rolling Stones et suis amoureuse d'Ali McBeal. Je porte des Nike et travaille dans la publicité. J'ai continuellement besoin de viande fraîche. J'ai besoin de dominer l'intimité des hommes. Et le soir venu, il n'est pas question de me refuser à leur charcutage de débutants. Je suis un pur produit de la génération capote. Je baisse comme d'autres se droguent, sans panache et sans autre but que de fuir un présent qui m'échappe au fil des multiplications phalliques. J'aime les bites, car je n'ose pas regarder en face l'inutilité nauséeuse de ma vie. Un gouffre à foutre, une mare où les mâles jettent leur monnaie en échange d'un vœu. Je suis une chance au grattage et 1000 chances au tirage. Je suis un slogan publicitaire entrecoupé de séquences cinématographiques désolantes. Je suis, mais là c'est comme tout à chacun, mon propre monstre. À disposition, je feins le cri du dessous des coups de boutoir. J'avorte chaque matin de mes bâtards décalcifiés. On a honte pour moi, car ce sentiment m'est bien sûr inconnu. Je suis une autoroute sans péage, où s'enfilent les kilomètres de mon ennui reconvertis en bites d'amarrage. Bref, je suis une jeune occidentale bien dans son époque. Terrible. Tu vas faire plaisir à Sandrine. Alors, Et maintenant, place au plan qui gratte, mais qui soulage. Mec, où es-tu? toi, mec. Alors, on a un petit problème parce qu'effectivement, on n'a toujours pas d'argent, donc on n'a toujours pas assez de micros. Ah oui, c'est ça. Ça va? Ça a été? C'était super. Silence, un vrai silence. J'ai présenté 3 ou 4 endroits, certains que je connais un petit peu. Le panier, c'est un endroit effectivement très sympathique. J'entendais peu, tu as parlé de quels autres endroits? Poco Loco et Chéri Café. Beaucoup locaux, je viens, connais. viens avec Le nous. chéri, je sais que tu aimes bien t'asseoir là. Viens entre nous. Pleure pas, Parce mec, que je qu'est-ce qui crois se qu'on a passe fait un petit reportage qu'on verra sur sur tes pérégrinations dans les nuits parisiennes. En fait, le truc qu'il y a, c'est 3 endroits là, dans ce quartier qui fait partie du 11e et du 20e arrondissement. Et en fait, on cherche toujours des endroits à sortir. Dans Paris, on est toujours là. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'il y a des endroits? Et vraiment, c'est 3 endroits. Le Poco Loco, le Chéri Café et le Panier, c'est vraiment 3 endroits totalement différents. De la bonne bouffe au Poco Loco. Au Chéri Café, une bonne programmation musicale. Et au Panier, c'est convivial. On se sent bien. Et ça fait plaisir sur Paris. Parce que ça manque vraiment d'endroits conviviaux où il n'y a pas ce paraître. Comme à la maison, quoi. Quoi. Le petit truc, en fait, l'idée du panier, c'est qu'en fin de compte, le patron qui se prénomme Olivier a un petit truc en plus, c'est qu'il propose un loto tous les dimanches, pour les 2 dimanches du mois, en fin de compte. Et ce loto-là, il y a un petit truc en plus, il est gratuit déjà, premièrement. C'est super convivial, j'y suis allé. Et en fait, les gens se proposent d'offrir leur service aux gagnants. Par exemple, un professeur de percussion va donner un cours de percussion gratuit à la personne qui va gagner au loto. Toutes les consos sont au même prix à n'importe quel moment de la journée. Ça fait la différence par rapport à tous les endroits qu'il peut y avoir sur Paris. J'ai rarement vu ça.
Donc mec, bravo, c'est la première télé sur Rumeur d'humeur de mec. C'est ma toute première. Yo. Je suis un petit peu timide. Alors voilà, donc c'était Rumeur d'humeur. Et maintenant, place à la musique avec Ben Flow. Il est temps pour toi d'arrêter. Il faut suivre la journée. Si tu ne peux pas avoir mal à la tête, 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 mal à la tête. 9h du matin, tu te réveilles, la bouche pâteuse, les yeux gonflés, face dans le pâté, elle fait un grand appétit, jamais comme hier, t'iras pas travailler. Alors voilà, donc c'était Rumeur d'humeur, une émission présentée par Sandrine et Esteban, au cadre Julie, Anthony, Laetitia et Mouria. Ya. Le chef de plateau était Olivier, assisté d'Éric. Les décors, c'était Chantal et les lumières, Philippe. Le son était assuré par Hervé, Éric, François et Rodolphe. La photo et le making-of était assuré par Philippe. La régie artistique par Sandrine. La belle Sandrine. Par Jade aussi, par Patrick. Par Ned. La réalisation de Damien assisté d'Ariane. Et le bar qui vous attend est aux mains de Patrick et de Jacques. Voilà, et nous sommes au carrosse pour remercier encore une fois très fort. Et on voudrait une photo de famille. L'émission Allez, hop. proposée par Gastéroprod. Ouais, la maquillage par Youn. Maquillage par Youn. Oh. Le maquillage par Youn. Pendant que je dis ça, on l'a oublié. Le maquillage par Youn. Ouh, ça va joli.